Clovis et la création du royaume des Francs. Alors pour commencer, il faut noter que la vie de Clovis est connue grâce à une source littéraire très importante, bien que postérieure, les 10 livres d'histoire de l'évêque Grégoire de Tours, qui est le contemporain des petits-enfants de Clovis, donc qui écrit son livre quelques décennies après la mort de ce roi. Alors premier point important concernant Clovis, c'est que c'est un conquérant. En 481, il succède à son père, le roi Childéric. Un roi est un chef de guerre, établi en Belgique et au nord de la Gaule. Il a 15 ans. 5 ans plus tard, en 486, il étend son territoire au sud de Reims en menant la guerre contre Syagrius, un général gallo-romain qui occupe les territoires autour de Paris et de Soissons. Après sa victoire à Soissons, Clovis s'empare de ces terres et Paris deviendra un peu plus tard sa capitale. Il mène ensuite des campagnes au nord-est de la Gaule pour sécuriser les frontières face à d'autres peuples germaniques. Il soumet en 491 la Thuringe, qui ne sera cependant conquise et rattachée au royaume que par ses fils. Et en 496, alors la date fait débat, mais c'est celle que retient Grégoire de Tours, il remporte une victoire face aux Alamans. Il se dirige alors vers le sud et il est vainqueur des puissants Visigoths à la bataille de Vouillé, durant laquelle il tue leur roi. Il s'empare à cette occasion de la riche province d'Aquitaine, puisque les Visigoths se replient sur l'Espagne et ne conservent au nord des Pyrénées que la Septimanie. Après toutes ces victoires, il est reconnu consul par l'empereur d'Orient, Anastase Ier, ce qui est une manière de légitimer ainsi son pouvoir sur d'anciennes provinces romaines. Il faut aussi retenir de son règne l'importance de son baptême par l'évêque Rémi de Reims. Alors avant ce baptême, on peut évoquer l'épisode du vase de Soissons que rapporte Grégoire de Tours. À la suite de cette victoire, Clovis répartit le butin entre ses soldats, mais demande de garder un vase pour l'évêque Rémi de Reims. Un de ses soldats s'y oppose et frappe le vase de son épée. Un an plus tard, alors qu'il réunit à nouveau ses soldats au champ de Mars, Clovis se venge et frappe le soldat de son épée en représailles. On voit à travers ce récit que Clovis avait déjà de bonnes relations avec l'évêque de Reims. Alors 10 ans plus tard, cet épisode, selon Grégoire de Tours, qui situe le baptême en 496, ou plutôt autour de 500 selon les historiens qui recoupent avec d'autres sources, le baptême de Clovis est l'occasion pour l'évêque de Tours de présenter ce roi comme un nouveau Constantin, Constantin qui était le premier empereur converti au christianisme, et donc comme le fondateur d'une dynastie de rois chrétiens. On remarque ainsi que Clovis se serait converti suite à sa victoire de Tolbiac, après avoir promis d'abandonner ses divinités païennes si Dieu lui apportait la victoire, comme Constantin se serait converti lors de sa victoire au pont Milvius, après avoir demandé l'aide de Dieu. Sa femme, la reine Clotilde, l'aurait également influencé dans cette conversion. Et Clotilde est une princesse burgonde qui était elle-même convertie au christianisme. Le baptême lui permet en tout cas de recevoir le soutien des élites gallo-romaines attachées au christianisme, élite dont Grégoire de Tours faisait lui-même partie, puisque sa généalogie, présentée à la fin de ses 10 livres d'histoire, montre qu'il descendait d'une famille gallo-romaine de sénateurs et d'évêques. En 511, Clovis décède et ses territoires sont répartis entre ses fils qui vont poursuivre ses conquêtes. Thierry Ier, le fils d'une princesse rhénane, reçoit le royaume de Reims, Clodomir Ier, le royaume d'Orléans, Childebert Ier, le royaume de Paris, et Clotaire Ier, le royaume de Soissons. Clodomir, Childebert et Clotaire sont les enfants de la reine Clotilde. On remarque que les capitales sont proches et on peut penser que cette proximité témoigne que le partage ne devait pas empêcher l'union entre les frères, entre leurs administrations, leurs armées et la poursuite des conquêtes. En 524, Clodomir décède et ses frères s'unissent, mais là au détriment de ses héritiers pour récupérer et partager son territoire. Alors cet événement cruel montre le souci d'éviter que la multiplication des héritiers ne divise trop les royaumes. Et on doit le récit à Grégoire de Tours qui nous raconte comment les 2 fils aînés de Clodomir sont massacrés par leurs oncles en dépit de l'intervention de la reine Clotilde qui se retire ensuite à l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Seul le fils cadet survit, il coupe ses cheveux en signe de renonciation, les cheveux sont un symbole de pouvoir, et il entre en religion au nord de Paris. Il sera d'ailleurs canonisé sous le nom de Saint-Cloud. Les conquêtes se poursuivent et le territoire des Francs s'agrandit.
En 534, le royaume burgonde, autour du Rhône, est conquis par Childebert, Clotaire, et le fils de Thierry, qui est décédé quelques mois auparavant, Théodebert, qu'on appelle également Tibère. Et ce royaume est conquis au nom de leur mère Clotilde. Or, Tibère est le premier roi mérovingien à frapper des pièces d'or à son nom, et du coup, c'est aussi le premier roi mérovingien dont on a un portrait. 3 ans plus tard, en 537, Childebert et Tibère s'emparent de la Provence des Ostrogoths, qui sont occupés à défendre leurs terres en Italie contre l'empereur d'Orient. Tibère meurt en 548, son fils Thibaut en 555 et Childebert Ier en 558, sans héritier. Et du coup, Clotaire Ier devient jusqu'en 561 le roi d'un royaume des Francs réunifié, dont les frontières correspondent à peu près à la France actuelle, sans l'Armorique, c'est-à-dire la Bretagne, et la Septimanie, mais avec un territoire un peu plus étendu à l'est.